Pour discuter maintenant de la suite des choses, je retrouve les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. Claire. Le gouvernement Ford souhaite donc utiliser la disposition de dérogation de la Charte canadienne, ce qu'on appelle la clause non-obstant, pour contrecarrer le droit de grève en Ontario. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation possible de la clause non-obstant par le gouvernement de Doug Ford? Ben, c'est pas la première fois que M. Ford l'évoque. Il l'a déjà fait à 2 reprises par le passé, mais c'était la première fois qu'on le faisait en Ontario, là. Doug Ford est le premier ministre de la province à avoir recours à cette clause-là. La première fois, c'était le fameux conseil de ville de Toronto. Là. Vrai, M. oui. Ford voulait diminuer, couper de moitié sa taille. Il n'a pas été obligé d'aller jusqu'au bout parce que les tribunaux lui ont donné raison. La deuxième fois, c'est il y a 1 an ou 2, M. Ford a changé la loi électorale à propos des contributions des tierces parties. Et là aussi, il a invoqué et il a réussi à utiliser la clause non-obstant. Et on n'en a pas beaucoup discuté, surtout pas en dehors de la province. Cette fois-ci, c'est un autre sujet, mais on se rend compte que M. Ford semble aimer utiliser cet outil-là, qui ne doit pas être utilisé fréquemment. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une nouvelle stratégie de la part de M. Ford, de la part des gouvernements provinciaux, de se soustraire à la Charte des droits, qui est quand même pas négligeable, et donc empêcher la négociation des conditions de travail, par exemple. Donc, je suis pas mal sûre que le gouvernement fédéral va intervenir ou va voir discuter de la situation. Oui, surtout que le premier ministre Trudeau l'a dit, il déplore que le recours à la clause non-obstant, ça devient de plus en plus fréquent par les provinces. On sait qu'au Québec, on l'a utilisé à 2 reprises tout récemment pour adopter les lois 21 et 96. Justin Trudeau dit qu'Ottawa est en train de regarder les différents outils disponibles pour agir. Daniel, qu'est-ce que vous en comprenez? Ce que j'en comprends, c'est qu'il semble que Doug Ford aime bien parler de l'utilisation possible de la clause non-obstant. On va voir si cette fois-ci, contrairement aux 2 occasions précédentes que Geneviève a mentionnées, il va aller jusqu'au bout et qu'il va vraiment l'utiliser. Et donc, je pense que ça, c'est la première question là, qui reste sans réponse. La deuxième, c'est de savoir, est-ce que maintenant, c'est devenu une sorte de l'idée d'invoquer la clause non-obstant, une sorte d'outil politique, même dans ce cas-là, un outil quand on parle de négociation de conditions de travail collective. Ça, c'est un jeu qui peut être dangereux et certainement les syndicats sont très en colère, pas seulement en Ontario, mais au-delà, parce que si ça devient une sorte d'outil de négociation comme ça met les travailleurs en otage. Donc, je pense que c'est un problème. Et plus généralement, également, comme vous l'avez mentionné, avec ce qui se passe au Québec, l'idée que peut-être la clause non-obstant, ça va être utilisé de plus en plus, ou en tout cas, on en parle bien davantage qu'avant. Et on va voir si ça ne va pas donner des idées à Danielle Smith en Alberta et à peut-être d'autres premiers ministres ailleurs au pays. Oui, c'est ça. Il faudra voir les suites de ça. Geneviève, entre-temps, quels pourraient être ces outils du gouvernement fédéral et quel impact ça pourrait avoir sur le Québec? Il n'y a pas beaucoup d'outils à sa disposition. Je veux dire, la clause existe. La clause, c'est pour se soustraire aux obligations de la Charte des droits et libertés et c'est exactement ce que M. Ford fait. La bataille pourrait être gagnée dans l'opinion publique. Et d'ailleurs, on l'a vu en après-midi. Aujourd'hui, le gouvernement a reculé un peu parce que la clause était inscrite dans le projet de loi qui est débattu en ce moment à Queen's Park. Et Doug Ford a dit, bien, écoutez, si les syndicats enlèvent la menace de grève, parce que c'est pour vendredi prochain, et on parle d'un syndicat pour l'instant, si la menace de grève est enlevée, on est prêt à retourner à la table de négociation. Donc, l'opinion publique pourrait bien intervenir et jouer dans ce jeu-là. De façon plus globale, je pense qu'il faut faire aussi une nuance par rapport au Québec puis l'Ontario. Ce qu'on se rend compte avec M. Ford, c'est qu'il l'utilise un peu à toutes les sauces. Alors, en matière de loi électorale, en matière de relations de travail, en matière de gouvernance municipale, au Québec, on est plus ancré dans la protection de la langue, de la culture, de l'identité. Donc, c'est toujours le même thème. Ça a été fait par plusieurs gouvernements. Oui, dernièrement, 2 fois par François Legault. Mais François Legault n'a pas innové. Je veux dire, d'autres premiers ministres avant lui, il avait fait à peu près la même chose. Et ce qui surprend, c'est qu'en Ontario, on semble ouvrir la porte à justement utiliser ça de plus en plus. Je suis d'accord avec Daniel. Je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer en Alberta avec Danielle Smith. Et je dirais même Blaine Higgs en Nouveau-Brunswick avec la question de la francophonie. Donc, est-ce que c'est une nouvelle
façon de voir la Constitution et d'utiliser justement cette clause-là qui est en train de s'installer au Canada? Ouais. C'est ça qu'on peut se poser comme question en ce moment. Daniel, pour revenir sur les impacts au Québec, est-ce qu'on pourrait se diriger, est-ce que tout ça pourrait mettre la table à un affrontement entre Ottawa et le gouvernement de François Legault au Québec? Je pense pas que le gouvernement Trudeau ait vraiment... Envie de ça? Non, pas envie de faire... Parce que pour des raisons électorales évidentes. Et puis, vous savez, quand on parle de la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue, c'est deux lois qui sont devant les tribunaux. Donc, je pense que dans ces cas précis, le gouvernement Trudeau va attendre que peut-être ça se rende jusqu'à la Cour suprême, dans le cas de la loi 21 en tout cas. Donc, je pense que oui, Justin Trudeau parle, mais je ne pense pas qu'il va vraiment prendre des actions contre le Québec ou vouloir augmenter les tensions qui existent déjà dans d'autres dossiers comme l'immigration. Parlons maintenant des nouvelles cibles en immigration du gouvernement fédéral qui ont été dévoilées aujourd'hui. Le Canada qui ouvre la porte comme jamais, finalement, en 2025. Le gouvernement Trudeau compte accueillir 50 000 nouveaux arrivants. Pendant ce temps-là, le gouvernement, en fait, je devrais dire 500 000 nouveaux arrivants, alors que pendant ce temps-là, le gouvernement Legault compte limiter toujours à 50 000 les immigrants au Québec. Geneviève, est-ce qu'un tel écart, parce que vraiment, il y a une différence entre 500 000 et 50 000, ça vient d'accélérer, ça risque d'accélérer, je devrais dire, la chute du poids démographique du Québec au Canada? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, c'est vraiment le débat de fond, c'est-à-dire comment s'assurer que le Québec demeure bien représenté sur la scène fédérale, alors que justement les données démographiques, la croissance de la population ne jouent vraiment pas en sa faveur. Dernièrement, quand le gouvernement fédéral a changé un peu le nombre de sièges ou la répartition des sièges à la Chambre des communes, on a dit, bien, vous savez, le Québec, il ne perd pas ses acquis, il conserve ses 78 sièges. Oui, il conserve, mais il est perdant parce que d'autres sièges ont été ajoutés ailleurs au Canada. Et c'est la même chose qui va se produire dans d'autres années. Le nombre de sièges à la Chambre des communes, c'est basé sur la représentation démographique. Puis il y a d'autres choses. C'est pas juste les sièges, c'est aussi les paiements de transfert, c'est les budgets du gouvernement fédéral, énormément d'autres considérations. Et donc, c'est très sérieux pour le Québec. Et quelle est l'avenue? C'est ça le problème. C'est ou bien le Québec décide d'augmenter les seuils d'immigration, ses propres seuils, ou bien il les conserve, mais là, est perdant par rapport à ce qui se fait ailleurs au Canada. Et on n'a pas eu cette réflexion-là collective au pays sur la capacité d'accueil du pays et pourquoi on va avoir davantage d'immigration. C'est le gouvernement fédéral seul qui décide, mais ça serait peut-être bien d'élargir un peu le débat puis d'en discuter de façon un peu plus large avec le Québec à la table. Daniel, sur ces seuils d'immigration? Oui, c'est sûr que ça cause de la controverse au Québec. On a, vous savez, le Parti québécois qui lui, veut baisser les seuils d'immigration. Bon, ils sont seulement 2 députés, mais ils ont quand même pas mal d'influence pour ce qui est de l'électorat francophone plus âgé, donc un électorat qui est important pour la CAQ au Québec. Et aussi, François Legault avait dit durant la campagne, bon, il s'était excusé, là, mais que ça serait suicidaire, entre guillemets, d'augmenter le nombre d'immigrants qui s'installent au Québec à chaque année au-delà de 50 000. Alors là, avec des chiffres, est-ce que le Québec peut seulement admettre 10 des immigrants qui viennent à chaque année au Canada, alors que le Québec, c'est beaucoup plus imposante sur le plan démographique que 10 de la population canadienne? Ça, c'est un défi politique et démographique important, non seulement pour François Legault, mais pour le Québec en général. Oui, je termine avec la Commission sur l'état d'urgence. On a présenté au juge Rouleau des messages textes qui avaient été en fait envoyés l'hiver dernier par la grande patronne de la GRC, Brenda Lucki. Dans ces messages, Mme Lucki suggère que le gouvernement fédéral allait demander un soutien rétroactif aux policiers pour justifier l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Geneviève, il nous reste quelques secondes. À quel point ça devient embarrassant, cette commission, pour le gouvernement Trudeau? Ça devient embarrassant. Je pense de plus en plus, on se rend compte que ce n'était pas nécessaire, la loi des mesures d'urgence, pour utiliser les outils. Ce qui reste à démontrer, puis c'est sans doute le témoignage de M. Trudeau puis de ses ministres qui va le démontrer, c'est est-ce que c'était nécessaire pour l'opinion publique. Alors, on va attendre la fin de l'enquête, qui est passionnante en passant. On apprend beaucoup de choses, mais effectivement, c'est sans doute pas toutes les réponses auxquelles le gouvernement fédéral s'attendait.
Et donc, c'est pas si clair que ça qu'il y avait vraiment urgence pour invoquer cette loi-là. Oui, enquête qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.